Bonsoir, chers amis. Il est minuit 57, 1 heure du matin. Ouh, le couvre-feu 21 heures. Ça nous amène à être décalés au niveau des horaires de sommeil. Alors hier, nous avons parlé du bonheur. Nous avons parlé du livre de Frédéric Lenoir, du bonheur, un voyage philosophique. Nous avons lu 2 strophes. Aujourd'hui, nous allons continuer à lire 2 strophes supplémentaires. Donc, j'espère que tous ceux qui ne dorment pas sont au rendez-vous. C'est vrai que hier, je vous avais pas donné l'heure du rendez-vous, évidemment. Alors, le bonheur, c'est ce que nous recherchons tous. Il faut méditer sur ce qui procure le bonheur, puisque lui présent, nous avons tout, et lui absent, nous faisons tout pour l'avoir. Il n'est pas de condition humaine, pour humble ou misérable qu'elle soit, qui n'ait quotidiennement la proposition du bonheur. Pour l'atteindre, rien n'est nécessaire que soi-même. On doit donner du sens à sa vie. Alors, donner du sens à sa vie, c'est quoi? On va commencer par une phrase de Sénèque. Il n'y a point de vent favorable pour qui ne sait en quel port se rendre. Il n'y a point de vent favorable pour qui ne sait en quel port se rendre. Être heureux, c'est apprendre à choisir non seulement les plaisirs appropriés, mais aussi sa voie, son métier, sa manière de vivre et d'aimer. Choisir ses loisirs, ses amis, les valeurs sur lesquelles fonder sa vie. Bien vivre, c'est apprendre à ne pas répondre à toutes les sollicitations, à hiérarchiser ses priorités. L'exercice de la raison permet une mise en cohérence de notre vie en fonction des valeurs ou des buts que nous poursuivons. Nous choisissons de satisfaire tel plaisir ou de renoncer à tel autre parce que nous donnons un sens à notre vie, et ce, aux 2 acceptions du terme. Nous lui donnons à la fois une direction et une signification. Le sens dont je parle ici n'est pas un sens ultime, métaphysique. Je ne crois pas qu'on puisse parler du sens de la vie d'une manière universelle, valable pour tous. Le plus souvent, la recherche de sens se traduit concrètement par un engagement dans l'action et dans les relations affectives. La construction d'une carrière professionnelle, par exemple, exige qu'on identifie une activité qui nous convienne, dans laquelle on peut s'épanouir et qu'on se fixe un but, des objectifs à atteindre. Il en va de même dans nos relations affectives. Si nous décidons de construire une famille et d'élever des enfants, nous organisons notre vie en fonction de cette décision. Et notre vie familiale donne sens à notre existence. D'autres encore donnent du sens à leur vie en aidant leurs prochains, en se battant pour réduire les injustices, en consacrant du temps à ceux qui sont défavorisés ou en souffrance. Les contenus du sens peuvent varier d'un individu à l'autre. Mais quoi qu'il en soit, nous faisons tous le constat qu'il est nécessaire, pour construire sa vie, de l'orienter, de lui assigner un but, une direction, de lui donner une signification. Cette dimension apparaît de manière explicite dans la plupart des enquêtes contemporaines sur le bonheur, sous la forme d'une question du type « Avez-vous trouvé un sens positif à votre vie ?» Tout autant que le plaisir, le sens apparaît comme essentiel au bonheur. Ainsi, les sociologues placent-ils ces 2 facteurs, plaisir et sens. Donc, ces 2 facteurs, plaisir et sens, parmi les premières raisons
invoqué du bien-être subjectif. Ils ont également observé que le taux de plaisir et le sens que l'on donne à sa vie tendent à converger chez le même individu heureux. Si une personne se définit comme ressentant beaucoup de plaisir, elle estimera aussi bien avoir trouvé un sens positif à sa vie. Ce que les philosophes de l'Antiquité avaient bien compris et ce que les enquêtes scientifiques contemporaines confirment, les psychologues du XXe siècle avaient plutôt tendance à le dissocier. Freud, on l'a vu, a montré que l'être humain est fondamentalement mu par la recherche du plaisir, mais la question du sens ne l'intéressait pas. Viktor Frankl, rescapé des camps de la mort et dont la pensée s'est construite à partir de cette terrible expérience, lui a répondu en défendant une thèse diamétralement opposée. L'être humain est fondamentalement mu par la quête de sens. Loin de se contredire, l'une et l'autre théorie sont vraies. La nature même de l'être humain le pousse à rechercher et le plaisir et le sens. Il n'est véritablement heureux que lorsque sa vie lui est agréable et revêt une signification. Qu'on atteigne ou non ses buts n'est d'ailleurs pas l'essentiel. Nous n'allons pas attendre d'avoir atteint tous nos objectifs pour commencer à être heureux. La voie compte plus que le but. Le bonheur vient en cheminant. Mais le voyage nous rend d'autant plus heureux que nous avons plaisir à progresser, que la destination vers laquelle nous allons est identifiée, quitte à changer en cours de route, et qu'elle répond aux aspirations les plus profondes de notre être. Voltaire est l'imbécile heureux. Je me suis dit 100 fois que je serais heureux si j'étais aussi sot que ma voisine. Et cependant, je ne voudrais pas un tel bonheur. Voltaire. Avons-nous besoin d'être savants et lucides pour être heureux? Ou bien, au contraire, la connaissance et la lucidité ne constituent-elles pas des obstacles au bonheur? Notamment dans la mesure où l'individu doté d'une connaissance et d'aspirations plus élevées en aura aussi une conception plus exigeante et sera plus conscient de ses imperfections qu'un être aux aspirations limitées? Voltaire a posé ces questions par le biais d'un petit conte. C'est l'histoire d'un sage indien, fort lucide et savant, qui est malheureux car il ne parvient pas à trouver les réponses satisfaisantes aux questions métaphysiques qu'il ne cesse de se poser. À côté de lui vit une bigote ignare qui n'avait jamais réfléchi un seul moment de sa vie sur un seul des points qui tourmentait le Brahma et qui semblait la plus heureuse des femmes. À la question « N'êtes-vous pas honteux d'être malheureux dans le temps qu'à votre porte il y a un vieil automate qui ne pense à rien et qui vit content ?» Le sage répond « Vous avez raison. Je me suis dit 100 fois que je serais heureux si j'étais aussi sot que ma voisine, et cependant, je ne voudrais pas d'un tel bonheur. » Le problème de l'imbécile heureux, en effet, est qu'il nage dans la félicité tant qu'il demeure ignorant ou que la vie ne l'accable pas. Mais dès que nous avons un tant soit peu réfléchi à la vie, ou que celle-ci ne répond plus à nos aspirations et besoins immédiats, nous perdons ce bonheur fondé sur leur seule sensation et l'absence de distance réflexive. De surcroît, nier la pensée, la connaissance, la réflexion, c'est bannir une part essentielle de notre humanité. Et nous ne pouvons plus nous satisfaire dès que nous en avons conscience. D'un bonheur fondé sur l'erreur, l'illusion, une absence totale de lucidité. André Comte-Sponville souligne à juste titre que la sagesse indique une direction, celle du maximum de bonheur dans le maximum de lucidité. Et de rappeler que si le bonheur est le but de la philosophie, il n'en est pas la norme. La norme de la philosophie, c'est la vérité. Même s'il poursuit le bonheur,
Celui qui use de sa raison préférera toujours une idée vraie qui le rend malheureux à une fausse, fût-elle agréable. Si nous faisons cas du bonheur, nous faisons encore plus de cas de la raison, conclut également Voltaire dans son Conte. C'est là un des traits importants que nous n'avons pas encore évoqués. Le bonheur illusoire ne nous intéresse pas. La raison nous permet de fonder le bonheur sur la vérité, non sur une illusion ou sur le mensonge. On peut certes se sentir très bien dans une situation illusoire ou biaisée, mais ce bien-être-là est précaire. Le bonheur d'assister à une belle victoire de montagne dans une étape du Tour de France se transforme en amertume ou dégoût dès l'instant où on apprend que le vainqueur était dopé. Prenons aussi l'exemple d'une femme qui s'éprend d'un homme marié, lequel s'est présenté à elle comme célibataire. Le bonheur de cette femme s'écroulera dès l'instant où éclatera la vérité. Par ailleurs, qui souhaiterait vivre dans la peau d'un fou, même si celui-ci a le sentiment d'être le plus heureux des hommes? C'est par le travail de la raison, l'exercice du discernement critique, la connaissance de soi, que nous apprenons à fonder notre vie sur la vérité. Si j'avais à en donner une définition très synthétique, qui reprenne toutes les caractéristiques que nous venons d'évoquer au fil de ces premiers chapitres, je dirais que le bonheur, c'est la conscience d'un état de satisfaction globale et durable dans une existence signifiante fondée sur la vérité. À l'évidence, les contenus de satisfaction sont variables selon les individus, leur sensibilité, leur aspiration, la phase de leur vie qu'ils traversent. Sans occulter le caractère imprévisible et fragile du bonheur, le but de la sagesse est d'essayer de le rendre le plus profond et permanent possible. Par-delà les aléas de la vie, les événements extérieurs, les émotions agréables ou désagréables du quotidien, mais tous les êtres humains aspirent-ils à la sagesse et au bonheur? Tout être humain souhaite-t-il être heureux? Il est impossible que l'on soit heureux si l'on ne veut pas l'être. Il faut donc vouloir son bonheur et le faire. On a maintes fois affirmé que l'aspiration au bonheur est la chose la plus universelle qui soit. Saint Augustin écrit que le désir du bonheur est essentiel à l'homme. Il est le mobile de tous nos actes. La chose au monde la plus vénérable, la plus entendue, la plus éclaircie, la plus constante, c'est non seulement ce qu'on veut être heureux, mais qu'on ne veut être que cela. C'est à quoi nous force notre nature. Blaise Pascal enfonce le clou, c'est le motif de toutes les actions de tous les hommes jusqu'à ceux qui vont se pendre. Cette aspiration est aussi soulignée dans de nombreux autres univers culturels. Ainsi, le moine bouddhiste français Mathieu Ricard rappelle-t-il dans son beau plaidoyer pour le bonheur que l'aspiration première, celle qui sous-tend tous les autres, est le désir d'une satisfaction assez puissante pour nourrir notre goût de vivre. C'est le souhait. Puisse chaque instant de ma vie et de celle des autres être un instant de joie et de paix intérieure. Cela paraissait à Platon d'une telle évidence qu'il se demandait si la question méritait même d'être posée. Qui, en effet, ne désire être heureux? Il me semble pourtant nécessaire d'apporter ici deux précisions importantes. D'abord, cette aspiration naturelle au bonheur ne signifie pas pour autant que tout un chacun le recherche. On peut aspirer au bonheur d'une manière naturelle et quasi inconsciente, sans nécessairement le poursuivre de manière consciente et active. Nombreux sont ceux qui ne se posent pas explicitement la question de leur bonheur, tout en le poursuivant par la recherche du plaisir ou la réalisation de leurs aspirations. Ils ne se disent pas
je vais faire ceci ou cela pour être heureux, mais aspire à trouver des satisfactions concrètes. La somme et la qualité de ces satisfactions les rendront plus ou moins heureux. D'autre part, on peut aussi aspirer au bonheur sans le vouloir, et ce de deux manières. D'abord, en ne mettant pas en œuvre les moyens nécessaires pour accéder au bonheur. On aspire à être heureux, mais on ne fait rien, ou pas grand-chose pour y parvenir. Ensuite et surtout, on peut délibérément et consciemment renoncer au bonheur, car il n'apparaît pas à tous comme la valeur suprême. Une valeur n'est pas le fruit d'un besoin naturel, c'est une construction rationnelle, libre à chacun de placer une autre valeur au-dessus de celle-là, quitte à sacrifier en partie la seconde à la première, qu'il s'agisse de la justice ou de la liberté, par exemple. Libre aussi à chacun de ne pas vouloir le bonheur et de préférer une vie en dents de scie, alternant moments heureux et phases de souffrance ou de spleen. Allez, revenons sur ces différents points. Nous avons vu avec Aristote et Épicure qu'un bonheur profond ne peut s'obtenir sans renoncer à certains plaisirs immédiats ni sans mener une réflexion sur nos choix et nos buts. Autrement dit, la poursuite d'un bonheur plus complet exige de nous intelligence et volonté. Nous allons nous fixer des buts susceptibles de nous rendre plus heureux et allons choisir les moyens nécessaires pour y parvenir. Un passionné de musique rêvant d'en faire son métier consacrera plusieurs heures par jour à l'apprentissage d'un instrument. Il déploiera les efforts nécessaires pour parvenir à une excellente maîtrise de ce dernier, au détriment de certains loisirs et plaisirs. Plus il progressera, plus il aura plaisir à jouer et pourra prétendre à une carrière de musicien. Il sera heureux d'avoir pu réaliser son aspiration la plus profonde, mais en aura payé le prix par ses choix, son engagement, sa persévérance au travail. Un autre individu peut nourrir le même rêve, mais ne pas ordonner sa vie en fonction d'un tel but et continuer à jouer en dilettante. Il répétera des années durant à ses proches qu'il se sent une âme de musicien, qu'il aimerait tant vivre de sa passion, mais faute de persévérance et d'effort, il n'y parviendra jamais et en éprouvera de la frustration. Il ne sera pas vraiment heureux, mais s'il aura du plaisir chaque fois qu'il jouera de son instrument. Comme le souligne le philosophe Alain, il est impossible que l'on soit heureux si l'on ne veut pas l'être. Il faut donc vouloir son bonheur et le faire. D'autres peuvent passer à côté du bonheur en empruntant une mauvaise direction, ignorant que le bonheur réside dans une maîtrise et une hiérarchie des plaisirs. Certains s'absorbent dans une quête incessante et perpétuellement insatisfaite de plaisirs immédiats. D'autres n'ont pas compris qu'ils devaient accomplir un travail sur eux-mêmes pour progresser. C'est le cas de l'adolescent malheureux qui souffre de ne pas pouvoir ou de ne pas avoir d'amoureuse et qui ne fait rien pour surmonter son inhibition. D'autres encore cherchent le bonheur uniquement à travers l'intensité du plaisir sensible. Ils se concentrent sur un plaisir ajusté à leur goût, mais comme celui-ci est éphémère, ils cherchent à le vivre le plus intensément possible, à ressentir des sensations extrêmes grâce au sport, à la musique, à la drogue, à l'alcool ou au sexe. Il leur faut aller toujours plus loin dans la sensation, parfois jusqu'à se détruire ou à mettre leur vie en danger. De manière plus courante, on fuit les moments d'inactivité qui nous ramènent à nous-mêmes pour nous oublier dans une hyperactivité permanente, comblant de manière factice le vide de notre vie intérieure. Il existe ainsi 1001 manières d'aspirer au bonheur sans le vouloir vraiment, sans mettre en œuvre les moyens nécessaires pour y accéder. On peut aussi renoncer à poursuivre de manière consciente le bonheur en tant que tel, parce qu'il nous semble si capricieux, si aléatoire, qu'il paraît vain
de s'épuiser à le rechercher. Mieux vaut, pense-t-on, alors, s'évertuer à obtenir ce qu'on aime concrètement. On peut agir ainsi en suivant une certaine éthique épicurienne de la modération. Tout comme à l'inverse, on peut choisir de vivre intensément en décidant par exemple de boire et de fumer au détriment de sa santé, de se jeter dans des passions dévastatrices, de se laisser vivre au gré des humeurs du moment, quitte à connaître sans cesse des hauts et des bas, une alternance de bonheur fugace et d'accès de mélancolie. Voilà, chers amis. Nous avons fait cette petite lecture du soir. J'espère pour tous ceux qui sont avec nous que ça vous a plu. On va écouter une petite musique de Jean-Louis Aubert qui parle du bonheur. Ça dure pas très longtemps, mais c'est agréable à l'oreille. Voilà, les amis, si je pouvais construire le bonheur, ne serait-ce pas magnifique? Alors, pour ce soir, c'est terminé. Pensez à tout ce bonheur que vous pouvez partager avec vos amis, avec votre famille, avec tous ceux qui vous entourent. Créez du bonheur aujourd'hui pour ne pas avoir le malheur demain. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle séance de lecture. Bonne nuit et n'oubliez pas, si tu te sens seul et triste, appelle-moi, je serai là. Bonne soirée et à demain. Un amour si fort, si passionné, deux êtres unis prêts à s'aimer, liés par les liens forts de l'amour. Cet amour si fort mais si fragile. Tant de jalousie de leur union,
les amours.